va faire une radio expérimentationnelle. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Campus Besançon, en direct de l'école d'art Gérard Jacot, tous les mardis de 13h30 à 13h45. 15 minutes de radio expérimentale faite avec la bouche, avec les mains, pour les oreilles, pour vos oreilles, chers auditeurs. On espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie. C'est un quart d'heure de radio dans lequel on joue et on déjoue des codes de la radio pour tenter tout humblement ce qu'on pourrait nommer de la création radiophonique. Aujourd'hui, notre dernière émission dans le cadre de notre cycle Histoire de l'art, avec un travail autour de Picasso et Dora Maar. Tout de suite avec Lou et Asia. Je vous donne la parole. T'as avancé sur l'exposé qu'on a à faire là sur Picasso ? Ouais, du coup, j'ai commencé à travailler sur le tableau La femme qui pleure. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Ouais. Le tableau là, c'est une huile sur toile de 1937, réalisée par Pablo Picasso justement. Et cette toile-là, elle fait partie d'une série de tableaux représentant toutes des femmes qui pleurent. Et donc le style ici, c'est le cubisme analytique. Et c'est quoi le cubisme ? Le cubisme analytique, en gros, c'est le fait de représenter des formes réelles qui sont donc analysées dans leur forme de base pour les retranscrire dans des formes géométriques, ce qui fait que le réel est déformé et toujours reconnaissable. Ok, tu penses qu'il faudrait peut-être qu'on fasse une description ? Si tu peux dire des choses, oui. Enfin, du coup, ouais, on voit une femme, enfin le visage d'une femme au milieu. C'est très très coloré, mais il y a un contraste, tu vois, parce qu'au milieu, il y a genre un mouchoir qui est lui, c'est que en noir et blanc, mais pour autant il est transparent, donc on voit plutôt bien l'expression de la femme et donc sa tristesse. Donc elle a, je sais pas, elle a un chapeau rouge avec une fleur bleue dessus, elle a les cheveux longs, et les couleurs en général, elles sont quand même plutôt chaudes et très vives. Et aussi on voit le fond qui est... Genre c'est un peu bizarre, il y a beaucoup de lignes verticales, genre je sais pas pourquoi. Ouais, ça me fait un peu penser à des barreaux et du coup par rapport aux analyses possibles, ça peut éventuellement traduire l'enfermement que peut ressentir Dora Maar, parce que c'est Dora Maar qui est représentée sur ce tableau, on le sait. Donc les plusieurs analyses que j'ai trouvées personnellement, c'est soit que cette femme pourrait représenter les femmes espagnoles en général qui sont en deuil de leur pays durant la guerre de Guernica. Ça pourrait éventuellement aussi être, représenter le deuil de Dora Maar suite à la mort de son père durant la guerre, encore une fois, ou tout simplement les violences de l'homme sur la femme, donc ici de Picasso sur Dora Maar, parce qu'on le sait, Picasso c'était pas un saint, et il aimait bien justement peindre des femmes en train de pleurer, et apparemment il en jouait assez. Ouais. Et du coup Dora Maar c'était une de ses muses, quoi. Oui, c'est ça, c'était une muse de Picasso, une muse et amante. Ils se sont rencontrés dans l'entre-deux-guerres, de 1935 à 1949, donc ils ont vécu une relation de 9 ans quand même, ce qui est assez long. Et ils avaient quand même une différence d'âge assez importante, avec 54 ans pour Picasso et 28 pour Dora Maar. Bah après, moi j'ai vu que Dora Maar, de son côté, c'était aussi une artiste, mais qui a été surtout mise dans l'ombre de Picasso, parce que de base, elle faisait beaucoup de photos, elle était même allée à l'école de photo de Paris. Et c'était une photographe surréaliste qui était quand même associée à Man Ray et aussi André Breton. Mais elle faisait des choses surtout expérimentales, la composition, manipulation, pour créer ces images. Mais elle a tout arrêté quand elle s'est mise avec Picasso, parce qu'il ne considère pas la photographie comme de l'art, genre que la peinture. Ouais, j'ai aussi entendu par rapport à ça, j'ai entendu parler de Françoise Gillot, qui était une de ses muses, qui est la seule en fait qui a quitté Picasso et qui a réussi à lui tenir tête justement pour se concentrer sur son art et pouvoir l'exprimer en toute liberté. Ouais, parce que c'est dommage quand même. Enfin, Dora Maar c'était quand même une artiste. Elle est passée à la peinture après, mais c'était pas très concluant. Alors que la photo, elle a fait quand même, par exemple, elle a fait le simulateur en 1936, qui reflète son engagement vraiment dans les photos surréalistes et déconstruites. C'est une scène un peu étrange. On voit un homme avec un masque qui interagit avec un objet, mais on comprend pas trop ce que c'est. Et donc il y a vraiment à chaque fois une frontière entre le réel et l'imaginaire. Pareil, la main coquillage, la main qui sort d'un coquillage, c'est toujours un peu étrange. Du coup, c'est quand même bête qu'elle a arrêté pour lui, quoi.
Après, Picasso, il se servait aussi pas mal de Dora Maar, justement, étant donné que c'était sa muse, il s'en servait pas mal pour la création. Et c'était un peu le cas de toutes ces autres muses. C'est pas la seule qui a vécu des choses comme ça avec Picasso, c'est pas la seule qui a souffert de la relation qu'elle a eue avec. Et oui, comme je l'ai dit, Picasso, étant donné qu'il aimait peindre des femmes en train de pleurer, et c'est donc la série de tableaux en question, il y a des rumeurs qui tourneraient comme quoi il faisait exprès de les faire pleurer, possiblement avec des violences physiques ou même juste Juste pour faire les tableaux. psychologiques. C'est ce qui se dit. Ok. Bah, en plus, il critique le fait qu'elle fasse de la photo, Dora Maar, mais elle a été utile quand il a fait Guernica. Elle a un peu documenté le processus en prenant des photos tout le long. Donc, Oui, c'est vrai qu'elle a arrêté la photographie pour lui, mais seulement après avoir réalisé ce reportage-là, ce qui l'arrangeait bien en soi Picasso. Et elle n'aurait pas dû arrêter la photographie pour lui, étant donné que quand elle s'est mise à la peinture, ça n'a pas eu un franc succès. C'était pas très glorieux ce qu'elle faisait, non. vraiment. Donc, ouais, il a détruit sa carrière, détruit son mental. Oui, comme beaucoup d'autres de ses muses, sauf Françoise Gillot, du coup, qui est la seule à lui avoir tenu une tête. Expérimentation. Expérience. Radio expérimentale. Merci à toutes les deux. On en sait donc un peu plus sur la vie tumultueuse de notre Picasso, si bien connu pour ses toiles, et peut-être moins connu pour le reste. Merci à vous deux pour avoir restauré l'image de Dora Maar parmi nous. Et on enchaîne avec Barbara et Valentin pour une exploration de la poésie contemporaine avec Hugo Ball et Christian d'Autremont. Je vous donne la parole, c'est à vous. Christian d'Autremont, émergent de l'aube froide. Christian d'Autremont, de terre venue, un 12 décembre. Christian d'Autremont se dessine comme un poète solitaire. Christian d'Autremont, son essence vibre au sein d'une lignée d'artistes. Christian d'Autremont, les brumes de sa jeunesse se lèvent à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, où son pinceau, tel un danseur, envoûte, s'initie à la magie de la peinture. En quête d'un sens philosophique, qu'il décrit comme son problème, sa vie, sa souffrance, Hugo Ball devint un poète et un des fondateurs du dadaïsme non sans insouciance. Anticonformiste, il aspire à une libération de la langue, de la littérature en particulier. La destruction volontaire du langage rationaliste du monde moderne, il prenait. Jolifanto bambla, ofaili bambla, gosiga, mfa, abla orem, Dans l'année de l'évolution artistique, Igo bloiko, 1948, Ursula D'autremont Udu, se lie aux esprits rebelles de Cobra. À travers ce mouvement-là, la spontanéité devient sa muse, la finalité, son mantra. Il émerge comme un poète phare au sein de cette aventure audacieuse, tissant des vers qui capturent l'essence même de la liberté créative. Il était temps démontrer l'œuvre d'art avec cet esprit potache, entre les jeux de mots et le décalage du monde réel. On peut ainsi s'y donner l'exemple de l'artiste Hugo Ball. Comme les différentes fleurs, d'un seul bouquet. J'ai dominé l'émotion pour que le battement de mon cœur ne se mêle pas à cette voix tumultueuse de feuilles craquantes et blanches Un costume spécialement dessiné. Les jambes étaient abritées par une espèce de colonne qui l'entourait. Il ressemblait à une obélisque pour cette partie. Il portait une immense collerette découpée, de telle sorte qu'il lui était loisible de l'agiter. Le public finit par exploser dans un fracas inaudible. C'est alors qu'il s'est rendu compte que sa voix, pendant son ascension, faute d'autres possibilités, adoptait la cadence ancestrale des lamentations. Et au milieu de cet ouragan, Ball restait immobile comme une tour devant cette foule de jolies filles et de petits bourgeois arrogants qui éclataient de rire et applaudissaient en riant. Ce poète de l'infini, danseur verbalement, éclaireur éternel du mouvement Cobra,
Son esprit vagabonde dans les méandres de l'infini créatif. Il veut ramener son texte à une poésie sonore. Avec un papier au bout, j'ai dit non. Le samedi, je me déguisais en homme heureux. Mais c'était un vêtement loué. C'était fort solitaire. Non, moins. C'était beaucoup d'ombre. C'était un livre. C'était des vers parmi des proses. Donc, une obscurité. Seuls mes yeux crevaient de lumière. Et quoi encore? L'indisible. Le groupe Dada pense que les idées émises par la parole ont amené la guerre. Il faut alors se méfier des concepts émis, de leur interprétation vulgaire, ou dont on les travestit et qui finalement conduisent au désastre d'un conflit. L'artiste joue ici avec les mots, afin de refonder les rapports humains et sociaux, en recréant une langue nouvelle, et ce aussi par ce visuel. Joli fanto, bambla, ofaili bambla, 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 olaka, olala, blagobung, blagobung, bosaka, futaka, champa, oula, oula, ousa. Ces artistes cherchent à démontrer l'œuvre d'art avec cet esprit potache à ne plus en finir, entre les jeux de mots et le décalage du monde réel. On peut ainsi ici donner l'exemple de l'artiste Hugo Ball, avec plus particulièrement son œuvre Caravane, ce poème dit qui ne veut rien dire. Son héritage, tel un ruisseau intemporel, irrige l'expérimentation artistique. Il guide les âmes créatives, contemporaines, une source inépuisable d'inspiration. Son œuvre, telle une brise poétique, continue d'influencer, d'éduquer, d'élargir les horizons de l'art, transcendant les frontières du temps. Cobra, 1949-1951. Il faut alors se méfier des concepts émis, de leur interprétation vulgaire ou dont on les travestit et qui finalement conduisent au désastre d'un conflit. Fusionner l'art et la vie. Peut-on donc se demander si l'œuvre de Ball ici est anti-art, mes amis? Joli fanto bambla, faili bambla, kosiga mfa, abla, orem, ikiga koramen, iko plo iko. Son manifeste artistique n'est pas simplement un recueil de principes, mais une symphonie d'idées, une déclaration d'indépendance artistique. L'art, pour d'Autremont, est une expression pure et primitive. Une expression pure et primitive, un voyage dans l'imaginaire, une exploration sans limite. D'Autremont, un rejet des conventions qui entravent la créativité. En 1916, le mouvement dadaïste prend vie à Zurich. Les jeunes artistes de l'époque viennent forger leur production en s'y réfugiant. Un évident décloisonnement des arts observés durant cette période en Suisse. Pas de différence entre les arts. Une nouvelle forme de production pour contester les normes. Il était temps. Pour découvrir ou fonder un nouveau dialecte non corrompu par les conventions en présage, avec des poèmes phonétiques, il exprime son intention de renoncer à un langage que le journalisme avait ravagé et même massacré. Nous devons recourir à la plus profonde alchimie d'un passage et même la dépasser pour préserver à la poésie son domaine le plus sacré. Son impact sur la poésie de Cobra dépasse simple témoignage historique. Il incarne l'éloquence de l'écriture spontanée, libérant le langage poétique de ses chaînes, d'Autremont à travers son génie. L'écriture logogrammique devient une œuvre d'art en soi, où les mots et les lettres se transforment en symphonie visuelle, une danse typographique innovante. Christian d'Autremont. Campus Radio. Merci à tous les deux, merci à tous les quatre et merci à vous, chers auditeurs. C'était donc une nouvelle session jacotique. On continue la semaine prochaine, tous les mardis de 13h30 à 13h45. On vous souhaite une bonne semaine sur les ondes. À très bientôt.